Une semaine après le mariage de mon fils Matthew, ma belle-fille Brooke a frappé à ma porte, accompagnée d'un homme bien habillé portant une mallette en cuir. « Maman, voici Paul, un notaire. » Elle a affiché ce sourire hypocrite que je ne connaissais que trop bien. « Nous sommes là pour t'aider avec des papiers pour la maison. » Mon cœur battait la chamade. Je savais exactement ce qu'il voulait, mais il n'avait aucune idée de ce que j'avais discrètement préparé au cours des derniers mois. Dieu merci, j'avais gardé le silence sur les actifs du ranch que mon défunt mari m'avait laissé dans son testament. En regardant Brooke feuilleter mes documents avec des yeux avides, j'ai réalisé que le silence avait été mon bouclier. Mais pour raconter toute l'histoire, je dois remonter au jour où tout a commencé à changer. 3 mois plus tôt, quand Matthew m'a annoncé qu'il allait épouser Brooke, j'étais en train de pétrir de la pâte dans la cuisine. L'odeur de levure fraîche emplissait la pièce tandis que mes mains s'enfonçaient dans la pâte tiède. « Maman, je veux que tu apprennes vraiment à connaître Brooke avant le mariage, » a dit Matthew avec ce sourire qui faisait toujours fondre mon cœur. « Mon fils, mon unique trésor, a enfin trouvé l'amour, » ai-je répondu en essuyant mes mains sur mon tablier. J'avais beaucoup entendu parler d'elle. 32 ans, un travail de bureau, des cheveux bruns, toujours impeccables, des ongles parfaitement manucurés. Elle semblait être la femme parfaite pour Matthew. Cet après-midi-là, j'ai couru au supermarché pour choisir les produits les plus frais. De grosses crevettes, des avocats parfaitement mûrs, des herbes aromatiques, de la crème épaisse. Je voulais cuisiner les plats que Matthew aimait depuis qu'il était petit. Dans ma tête, j'imaginais les conversations que j'aurais avec Brooke, les conseils pour garder mon fils heureux, les recettes de famille que nous pourrions partager. Je suis resté debout presque toute la nuit à cuisiner. Mes pieds étaient enflés d'être resté si longtemps debout, mais peu m'importait. La chaudrée de palourdes que j'ai préparée était soyeuse et riche. Le pain de maïs était moelleux. La salade d'avocat était rafraîchissante. La tarte aux pommes embaumait la cannelle. Des plats américains que ma famille a toujours aimés. Quand l'heure de la rencontre est arrivée, j'ai mis ma plus jolie robe rose, celle que je gardais pour les grandes occasions. Je me suis coiffé avec soin et j'ai même mis un peu de rouge à lèvres. Je voulais faire une bonne première impression, après tout. Cette femme pourrait être la mère de mes futurs petits-enfants. La sonnette a retenti et mon cœur a fait un bond. J'ai ouvert la porte avec un large sourire. « Brooke, c'est un tel plaisir de te rencontrer. » J'ai ouvert les bras pour une étreinte, mais elle n'a fait qu'effleurer mes épaules du bout de ses doigts, comme si me toucher était désagréable. « Enchanté de vous rencontrer, madame, » a-t-elle murmuré sans me regarder dans les yeux. Sa voix était froide et distante. Elle portait une élégante robe verte, et ses talons au claquet sur le sol de ma modeste maison comme de petits marteaux. Pendant le dîner, j'ai essayé de discuter de ses centres d'intérêt, de son travail, de ses projets avec Matthew, mais chaque question que je posais recevait des réponses laconiques d'un seul mot. Oui. Non. Peut-être. Lui parler, c'était comme parler à un mur de glace. Ce qui m'a le plus blessé, c'est la façon dont ses yeux balayaient ma maison avec dédain, la façon dont elle plissait le nez en goûtant ma nourriture comme si c'était quelque chose d'inférieur. Matthew a essayé d'arrondir les angles. « Maman, la nourriture est délicieuse comme toujours », a-t-il dit, essayant de dissiper le malaise qui pesait sur la table. Brooke piquait les haricots dans son assiette avec sa fourchette, séparant chaque ingrédient comme pour éviter un poison. Ses ongles rouges brillants contrastaient complètement avec ma simple vaisselle en céramique. « Aimes-tu cuisiner, Brooke ?» ai-je demandé avec une lueur d'espoir, en versant plus de sauce dans son assiette. Elle a levé les yeux, son expression difficile à lire. « Je n'ai pas le temps pour ça », a-t-elle répondu sèchement. « Je préfère commander ou aller dans de vrais restaurants. » Le mot « vrai » m'a poignardé la poitrine comme une écharde. Ma nourriture n'était donc pas « vraie ». Ma maison non plus. Matthew s'est raclé la gorge et s'est empressé de changer de sujet, mais j'avais déjà compris le message. Pour Brooke, tout ce qui venait de moi était indigne d'elle. Dans les semaines qui ont suivi, chaque visite est devenue plus pesante. Elle se perchait sur le bord du canapé comme si elle allait se salir, les yeux rivés sur son téléphone avec une expression d'ennui. Elle ne m'a jamais demandé comment s'était passée ma journée. Elle n'a jamais montré le moindre intérêt à vraiment me connaître. « Maman Suzanne, tu seras contente d'avoir plus de temps pour toi après notre mariage, n'est-ce pas ?» a-t-elle lancé un jour pendant que je préparais le café. Cela sonnait comme un adieu précoce, comme si elle avait déjà décidé de séparer Matthew de moi. Plus de temps pour moi, ai-je répété, confuse.
J'aime être avec vous aussi. Elle a jeté un regard à Matthew, un regard que je n'ai pas compris à l'époque, mais que je ne comprends que trop bien maintenant. Il prévoyait déjà de me mettre sur la touche. Les préparatifs du mariage se sont transformés en mon cauchemar personnel. Brooke décidait de tout sans me consulter, comme si j'étais invisible. Demander à la femme de ménage d'aider avec les fleurs, l'ai-je entendu dire au téléphone une fois. Il m'a fallu quelques secondes pour réaliser qu'elle parlait de moi, celle qui rangeait et cuisinait habituellement chaque fois que mon fils venait. Quand j'ai proposé de faire moi-même le gâteau de mariage, une tradition familiale que nous perpétuions depuis des générations, Brooke a éclaté d'un rire qui m'a glacé le sang. Oh non, maman. Laissons les professionnels s'en occuper. Je ne veux rien de fait maison. Cette nuit-là, je me suis assise dans la cuisine et j'ai pleuré, serrant le tablier que ma propre mère m'avait donné quand je me suis marié. Mes gâteaux avaient adouci les anniversaires, les baptêmes, les remises de diplômes. Mais pour Brooke, l'amour dans chaque fournée n'était que du « fait maison », un mot qu'elle prononçait comme une maladie. Le jour du mariage est arrivé comme une tempête inévitable. Je me suis levé avant l'aube pour me préparer, choisissant ma plus élégante robe violette. Je l'avais achetée spécialement pour cette occasion. Je suis passé au salon du quartier. Carole m'a fait une coiffure si jolie que j'avais l'air d'avoir 10 ans de moins. « Tu es magnifique, Suzanne », a-t-elle dit en ajustant mes cheveux. « Ton fils sera si fier. » Ces mots ont allumé une petite lueur d'espoir. Peut-être qu'aujourd'hui serait un nouveau départ avec Brooke. Je suis arrivé à l'église en avance, comme j'arrive toujours en avance partout. Je voulais m'assurer que tout était parfait pour mon fils. Les invités ont commencé à arriver et j'ai reçu leurs félicitations avec un sourire sincère. Mais quand la cérémonie a commencé, j'ai réalisé quelque chose qui m'a brisé le cœur. Brooke avait organisé le plan de salle, et j'avais été relégué au 5e rang, derrière ses collègues, derrière des voisins qui n'avaient rencontré Matthew que quelques fois. La mère du marié, assise tout au fond comme une étrangère. De ce rang, je devais tendre le cou pour voir mon propre fils remonter l'allée. Les mères des amis de Brooke, des femmes qui n'avaient jamais veillé une nuit auprès de Matthew fiévreux, avaient de meilleures places que moi. J'ai dégluti difficilement et j'ai gardé mon sang-froid, mais quelque chose en moi s'est fissuré. À la réception, ce fut pire. Brooke me présentait à ses invités comme « la maman de Matthew », sans jamais utiliser mon nom ni dire « belle-mère » avec respect. Elle cuisine très bien, ajoutait-elle avec ce faux sourire, réduisant toute ma vie à une fonction de cuisine. Quand est venu le moment des discours, j'ai attendu patiemment. J'avais préparé des mots sincères sur mon cher fils, sur le fait de le voir grandir, sur mes vœux pour sa nouvelle vie. Mais Brooke dirigeait les choses comme un chef d'orchestre, appelant ses parents, ses frères et sœurs, ses meilleurs amis, même des collègues. Et le discours de la mère du marié a demandé quelqu'un. Brooke a jeté un regard dans ma direction et a souri avec insolence. Oh oui, Madame Suzanne peut dire quelques mots brefs. Bref, comme si mes 69 ans de vie et 30 ans de maternité ne valaient que quelques lignes. Je me suis levé, les jambes tremblantes, sentant tous les regards sur moi. Je veux remercier Dieu pour ce jour spécial. J'avais à peine atteint la 2e phrase que Brooke a commencé à applaudir, m'interrompant. Les autres ont suivi, et ma voix a été noyée sous les applaudissements forcés. Pour le dîner, ils m'ont placé à une table au fond avec des parents éloignés de Brooke, des gens qui discutaient entre eux comme si je n'existais pas. De là, j'ai regardé Matthew rire avec sa nouvelle famille, absorbé dans sa nouvelle vie, pendant que je mâchais un morceau de poulet aussi fade que du carton. Quand la danse a commencé, Matthew a dansé avec Brooke, puis avec sa mère, puis avec ses sœurs. Je suis restée assise, lissant ma robe, essayant de ne pas laisser mon sourire s'effacer. La chanson s'est terminée, et mon fils n'a jamais regardé dans ma direction. « Tu ne danses pas avec ta mère, Matthew ?» a demandé Anthony, le mari de Rachel et un ami proche de la famille, en s'arrêtant pour dire bonjour. Matthew a ri, gêné. Oui, dans un instant. Mais cet instant n'est jamais venu. Vers 23 heures, j'ai décidé de prendre congé. Je devais rentrer en voiture et j'étais fatigué de faire semblant que tout allait bien. Mon fils, je vais y aller. Je lui ai légèrement touché le bras. Il m'a serré rapidement dans ses bras, les yeux déjà tournés vers la musique et les rires. Merci pour tout, maman. Je t'aime, mais il regardait ailleurs. Brooke est apparue à côté de lui comme une ombre possessive. Merci d'être venue, maman, a-t-elle dit.
son ton ressemblait plus à un adieu permanent qu'à de la gratitude. J'ai marché jusqu'au parking, tenant mon sac à main et le cadeau que j'avais préparé avec tant d'amour. Derrière moi, j'ai entendu Brooke murmurer à ses amis, heureusement qu'elle habite loin. Ce n'est pas une mauvaise personne, mais vous savez comment sont les belles-mères, toujours à vouloir donner leur avis sur tout. Leurs ricanements m'ont suivi jusqu'à ma voiture. Je suis monté dans ma vieille voiture, les mains tremblantes, les yeux remplis de larmes. Pendant 30 ans, j'avais été le centre du monde de Matthew. Et en une seule nuit, j'étais devenu une nuisance dont il fallait se débarrasser. Le trajet du retour m'a semblé interminable. Les lumières de l'autoroute se brouillaient à travers les larmes que je laissais enfin couler. Une chanson d'amour passait à la radio, me rappelant la danse avec mon mari à notre propre mariage, le jour où il m'avait promis de toujours me protéger. Mais maintenant, je faisais face à cette nouvelle réalité seule. Je suis rentré après minuit, les pieds enflés, le cœur brisé. J'ai enlevé mes chaussures à la porte et j'ai marché pieds nus jusqu'à ma chambre, sentant le sol froid contre mes plantes de pieds fatiguées. Le lendemain matin, quand Brooke et ce soi-disant notaire se sont présentés à ma porte pour m'aider avec les papiers de la maison, j'ai simplement souri. Ils ne savaient pas que cette Suzanne, une mère de 69 ans de Seattle, n'était plus quelqu'un que l'on pouvait manipuler, et que la véritable histoire ne faisait que commencer. La robe violette que j'avais si soigneusement choisie me semblait soudain ridicule, comme un uniforme pour une vieille femme qui prétendait encore avoir de l'importance. Les jours suivants furent un étrange mélange de silence et d'attente. J'espérais que Matthew appellerait pour me parler de la lune de miel, pour prendre de mes nouvelles, pour maintenir le lien qui avait tenu pendant 30 ans, mais mon téléphone est resté mortellement silencieux. Une semaine après le mariage, j'ai décidé d'appeler moi-même. Bonjour, mon fils. Comment allez-vous deux? La lune de miel s'est bien passée? J'ai essayé de paraître aussi joyeuse que possible. Sa réponse fut glaciale. Super, maman. Brooke te passe le bonjour. Je te rappellerai plus tard. On est occupé à régler les affaires de la maison. La maison. Il n'a pas dit « notre maison » ou « ma maison ». Juste « la maison ». Comme si je n'avais jamais existé dans son monde familial. J'ai raccroché, plus seul que jamais, en regardant les photos du petit Matthew partout dans le salon. Le garçon aux yeux brillants qui courait me serrer dans ses bras chaque fois qu'il rentrait de l'école. Maintenant, c'était un étranger qui envoyait des salutations par l'intermédiaire de sa femme. 3 autres jours sont passés sans nouvelles. J'ai décidé de faire une fournée de biscuits aux pépites de chocolat et aux noix, ses préférés d'enfance, comme excuse pour lui rendre visite. Je me suis habillé avec soin, j'ai mis mon chemisier vermande préféré, et j'ai conduit jusqu'à la nouvelle maison à Bellevue, le cœur plein d'espoir. J'ai sonné, espérant voir le sourire de mon fils. Mais c'est Brooke qui a ouvert la porte. Elle portait un peignoir en soie couleur lit de vin qui avait l'air cher, ses cheveux en un chignon parfait, comme si elle sortait tout juste du salon. « Oh, maman, quelle surprise !» a-t-elle dit sans la moindre once de joie sincère. J'ai apporté des biscuits pour Matthew. J'ai tendu le panier cadeau noué avec un ruban jaune, sa couleur préférée. Brooke a pris le panier sans m'inviter à entrer, inspectant les biscuits comme des preuves d'un crime. Quelle attention! Matthew est en réunion très importante. Je lui dirai. Je suis resté sur le seuil, me sentant comme une vendeuse rejetée, attendant au moins un verre d'eau ou un simple « Comment vas-tu ?» Mais Brooke fermait déjà la porte. Merci pour les biscuits, maman. Bonne journée. Le claquement de la porte a sonné comme un verdict. Sur le chemin du retour, les larmes brouillaient mon pare-brise. Je me suis garé sur le côté pour pleurer librement, martelant de mes poings ridés le volant. Comment avais-je pu en arriver là? Comment avais-je pu laisser cette femme m'arracher mon fils si facilement? Ce soir-là, en dînant seul devant la télévision, je me suis soudain souvenu de ce que mon défunt mari m'avait dit avant de mourir. Suzanne, s'il m'arrive quelque chose, ne laisse personne te piétiner. Tu es plus forte que tu ne le penses, et tu as plus que tu ne l'imagines. Je n'avais pas bien compris à l'époque, mais maintenant, ces mots commençaient à s'éclaircir. Le lendemain matin, j'ai fait ce que j'avais négligé pendant des mois. J'ai sorti le coffre-fort du placard, je l'ai ouvert et j'ai organisé les papiers, acte de naissance, certificat de mariage, titre de propriété de la maison, police d'assurance. Puis j'ai vu une enveloppe qui allait tout changer. L'acte de propriété d'un ranch d'environ 500 acres que mon mari avait hérité de son oncle et qui m'appartenait désormais entièrement.
Un ranch dans l'est de l'État de Washington. Le langage juridique était très clair. J'étais l'unique propriétaire de l'un des ranchs les plus rentables de la région. Mon cœur battait la chamade en lisant les détails. Terres agricoles, bétail, une maison principale de 5 chambres, et 3 maisons pour les ouvriers ou les invités. L'évaluation la plus récente était suffisante pour que je vive confortablement pour le reste de ma vie et que je laisse encore un héritage substantiel. Mais plus important que l'argent, c'était le pouvoir. Le pouvoir de décider de mon propre avenir, de ne dépendre de personne, d'arrêter de mendier de l'affection ou de ramasser des miettes d'attention. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai vraiment souri. J'ai mis les documents en lieu sûr et j'ai pris une décision. Je ne parlerai à personne de ces actifs. Pas à Matthew, et certainement pas à Brooke. Mon instinct me disait que ce serait mon atout dans la Manche, ma bouée de sauvetage le moment venu. Et cette semaine-là, mon instinct s'est avéré plus juste que je ne l'imaginais. Brooke a commencé à m'appeler constamment, mais pas pour prendre de mes nouvelles ou m'inviter à dîner. Ces appels avaient un but très précis, me soutirer des informations sur ma maison et mes finances. Maman Suzanne, Matthew et moi pensons que tu serais peut-être plus à l'aise dans un endroit plus petit, roucoulait-elle. Cette maison doit être une grande responsabilité pour quelqu'un de ton âge. As-tu pensé à vendre et à déménager dans un appartement plus facile à gérer? Ces mots m'ont donné des frissons. La subtilité avec laquelle elle suggérait que je me débarrasse de ma maison était effrayante. Non, je suis très à l'aise ici. J'ai gardé une voix douce. Cette maison renferme trop de beaux souvenirs. Bien sûr, mais réfléchis-y. Si tu vends, tu pourrais en profiter, peut-être voyager. Nous pouvons aussi t'aider à gérer l'argent pour qu'il rapporte plus, a poursuivi Brooke de ce ton mielleux que j'avais commencé à détester. 2 jours plus tard, Matthew est passé pour la première fois depuis le mariage, non pas pour rendre visite à sa mère, mais avec un objectif très clair. Il s'est assis sur le canapé où je le prenais dans mes bras quand il faisait des cauchemars. Maman, Brooke et moi avons parlé de ton avenir. Mon avenir? J'ai feint l'innocence, même si je savais déjà où cela menait. Matthew évitait de me regarder dans les yeux, comme quand il était petit et qu'il avait fait une bêtise. Nous pensons que cette maison est trop grande pour toi. Dernièrement, tu as l'air fatigué, stressé. Brooke connaît un excellent agent qui peut l'évaluer et en obtenir un bon prix. Il tripotait ses clés de voiture, mal à l'aise. La douleur a frappé comme un couteau qui se tord dans ma poitrine. L'enfant même que j'avais élevé avec tout mon amour essayait de me convaincre de vendre la maison où il avait grandi, où il avait fait ses premiers pas, où nous avions construit chaque souvenir. Mon fils, penses-tu vraiment que je devrais vendre la maison, ai-je demandé directement, ayant besoin d'entendre sa voix, et non l'écho de celle de Brooke. Pendant un instant, j'ai vu le petit garçon rond et vulnérable qu'il était, hésitant, pris entre ce qu'il savait être mal et ce que sa femme lui avait mis en tête. Eh bien, Brooke n'a pas tort, maman. Tu devrais profiter plus, t'inquiéter moins, a-t-il marmonné. Mais sa voix sonnait comme s'il lisait un scénario que quelqu'un d'autre avait écrit. Ce soir-là, après le départ de Matthew avec des promesses vides de visites plus fréquentes, je me suis assise dans la cuisine avec une tasse de tisane à la camomille et j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai appelé Rachel, la seule amie proche en qui je pouvais avoir entièrement confiance. Rachel, je dois te dire quelque chose de très important, mais promets-moi que ça reste entre nous. La voix de Rachel est immédiatement devenue sérieuse. Nous étions amis depuis plus de 40 ans, ayant pratiquement élevé nos enfants ensemble. D'accord, Suzanne, que se passe-t-il? Tu as l'air inquiète. Je lui ai tout raconté, l'attitude de Brooke la première fois, comment il m'avait traité au mariage, les tentatives pour me convaincre de vendre la maison, et enfin les actifs du ranch que j'avais gardés secrets. Mon Dieu, Suzanne. Près de 500 acres et tu ne leur as rien dit. S'est exclamé Rachel. Heureusement que tu t'es tu. J'ai vu le regard de requin dans les yeux de cette fille au mariage. Ces mots ont confirmé que mon instinct était juste. Rachel, j'ai l'impression que quelque chose de grave se prépare. La façon dont il me regarde, comme un obstacle à éliminer. J'ai peur qu'il complote. Écoute, ma meilleure amie, a dit Rachel de son ton ferme et familier. Demain matin, nous allons voir un avocat. Tu dois tout protéger avant que ces vautours découvrent ce que tu as vraiment. Et s'il te plaît, ne signe rien sans vérifier avec moi. Le lendemain matin, Rachel est venue me chercher tôt. Elle avait pris rendez-vous avec un avocat réputé, Maître Robert Hay,
dont le bureau se trouvait au centre-ville de Seattle. C'était un homme aux cheveux gris, aux yeux vifs et avec des décennies d'expérience dans des cas similaires. « Madame Suzanne, d'après ce que votre ami a dit et les dossiers que j'ai examinés, votre situation est très délicate, a-t-il dit après avoir parcouru les papiers. Il n'est pas rare que des parents, bien intentionnés ou non, fassent pression sur des personnes âgées pour qu'elles transfèrent des biens. Ma recommandation est de mettre en place des protections juridiques autour de tout votre patrimoine. Mettre et à étaler les documents sur le bureau en bois poli. Ce que vous possédez est considérable. Ce ranch à lui seul équivaut à la fortune de nombreuses familles. Il a ajusté ses lunettes. Ce qui m'inquiète, c'est le schéma comportemental que vous avez décrit. L'isolement émotionnel. Faire croire à la victime qu'elle est incapable. Puis présenter la solution qui ne profite qu'à eux. Ces mots m'ont fait frissonner. C'était exactement ce que je vivais. Rachel m'a serré la main. Parle-lui du notaire. J'ai raconté comment Brooke avait amené Paul à ma porte, agitant des papiers de la maison, se présentant à l'improviste comme des chasseurs sur une piste. Classique, a marmonné l'avocat en prenant des notes. Ils amènent souvent un témoin notaire amical pour passer outre les irrégularités et faire pression pour des signatures sous prétexte de simplifier les procédures. J'ai vu des gens tout perdre en une seule séance de signature. Alors, que puis-je faire pour me protéger, ai-je demandé, me sentant comme si j'étais au milieu d'un champ de bataille invisible. Pour la première fois de la journée, il a souri. Beaucoup de choses. Nous allons mettre en place une fiducie irrévocable, documenter toute tentative de coercition et, surtout, préparer des scénarios pour le moment où ils montreront leurs vraies intentions. Nous avons quitté le cabinet d'avocats avec un plan clair et un ensemble de documents assez solides pour envelopper mon patrimoine d'une protection. Cette fois, je n'étais plus une mère facilement manipulable. Suzanne de Seattle était prête à se battre. Plus important que tout, j'ai quitté le cabinet d'avocats avec une certitude, je ne surréagissais pas et je n'étais pas paranoïaque. Mes soupçons étaient fondés. Rachel m'a invité à manger. Son mari, Anthony, m'a serré dans ses bras avec son étreinte d'ours familière. Suzanne, cette fille a l'argent dans les yeux, a dit Anthony pendant que nous mangions le rôti que Rachel avait préparé. Même au mariage, j'ai senti que quelque chose n'allait pas, a-t-il poursuivi. Elle n'arrêtait pas de calculer, de sonder pour savoir qui faisait quoi comme affaire. Leurs observations ont confirmé mes pires craintes. Dans les jours qui ont suivi, j'ai gardé ma routine normale, mais en état d'alerte. Chaque appel, chaque visite inattendue, chaque remarque désinvolte sur l'âge ou le besoin d'aide, je les lisais d'une nouvelle manière. C'était comme si j'avais soudainement développé une vision à rayon X pour voir les véritables intentions. Mercredi après-midi, alors que j'arrosais le jardin, j'ai vu la voiture de Matthew arriver. Mon cœur s'est emballé, non plus de joie, mais d'anxiété. Quand il est sorti de la voiture avec Brooke, j'ai su que le moment que je redoutais le plus était arrivé. « Salut, maman. » Matthew a forcé un sourire, le sourire qu'il s'était entraîné à faire depuis son mariage. Brooke le suivait, portant un épais dossier et dégageant une suffisance qui me donnait la chair de poule. « Laissez-nous entrer. Nous voulons discuter de quelque chose d'important avec toi. » Je les ai invités à s'asseoir dans le salon, l'endroit même où Matthew avait joué avec des petites voitures pendant des heures, où je lui lisais des histoires tous les soirs, où nous regardions des dessins animés ensemble. Maintenant, cet espace sacré s'était transformé en salle d'audience, et j'étais l'accusé. « Maman, nous sommes très inquiets pour toi », a commencé Matthew d'un ton étrange et condescendant. « Brooke et moi pensons que tu as besoin de soutien pour gérer tes finances. À ton âge, il est normal de se sentir dépassé par tant de responsabilités. » Brooke a ouvert le dossier comme un commandant dépliant des cartes de bataille. « Maman Suzanne, nous avons consulté quelques spécialistes financiers pour les personnes âgées. Tout le monde dit que la meilleure chose à faire est de simplifier les actifs, de tout concentrer dans des options plus sûres et plus faciles à gérer. » Quel spécialiste ? Ai-je demandé, feignant la confusion alors que mon sang bouillait à l'intérieur. Pourquoi est-ce que je n'ai parlé à aucun spécialiste ? J'enregistrais chaque mot, chaque geste, exactement comme l'avocat Robert l'avait conseillé. Matthew est intervenu, utilisant ce ton patient que les gens utilisent avec les enfants. Exactement. Parce que tu n'as pas eu de conseils appropriés. Brooke connaît des personnes hautement qualifiées qui peuvent t'aider à protéger ton argent et à assurer ton avenir. Brooke a sorti une pile de papiers et les a étalés sur la table comme une main de cartes. Jette un œil. C'est une proposition très pratique.
Un fonds d'investissement à rendement garanti. Mieux que de laisser l'argent dormir dans l'immobilier qui demande de l'entretien et cause des maux de tête. J'ai fait semblant de scruter les documents avec les yeux fatigués d'une vieille femme confuse, mais en fait, je mémorisais chaque détail. Le document disait « Vendre ma maison », puis transférer l'argent sur un compte joint afin que Matthew et Brooke aient le pouvoir de décision sur le portefeuille pour me protéger des arnaques potentielles. Si je vends la maison, où vais-je vivre? Ai-je demandé, ma voix tremblant exactement comme il s'y attendait de la part d'une grand-mère fragile. Brooke a souri avec cette fausse douceur bien rodée. Oh, maman, ne t'inquiète pas. Nous avons trouvé une très belle résidence pour personnes âgées, un centre de soins avec une assistance médicale 24h24 et 7h7. Tu y serais beaucoup plus en sécurité et plus à l'aise. Une maison de retraite. Les mots ont résonné dans ma tête comme des cloches funèbres. Voilà le plan. Me dépouiller de ma maison. Saisir l'argent. M'enfermer quelque part où je ne les dérangerai pas. Le tout emballé dans un papier brillant étiqueté « Sollicitude ». Une maison de retraite, ai-je répété, laissant ma voix faiblir un peu. Mais mon fils, je suis bien dans ma propre maison. C'est ici que sont nos souvenirs. Brooke et Matthew ont échangé ce regard complice que j'avais appris à reconnaître, le langage silencieux des conspirateurs. Maman, nous savons que c'est difficile, mais réfléchis-y bien. Matthew s'est penché, offrant un sourire bienveillant. Là-bas, tu aurais des amis, des activités, des médecins, et nous pourrions passer quand nous voudrions sans nous inquiéter pour ta sécurité. Quand nous voudrions. Pas tous les jours, pas régulièrement. Quand ça leur conviendrait, comme on rend visite à un animal en pension. La colère est montée si fort que j'ai dû maîtriser ma performance de vieille dame fragile. Brooke a sorti d'autres papiers. Nous avons fait les calculs. En vendant la maison, plus quelques investissements intelligents, tu vivras très confortablement sans avoir à te soucier de rien. Nous nous occuperons de toute la paperasse et prendrons les décisions financières. Le piège final est devenu clair. Il tiendrait les rênes de mon argent pendant que je dépérirais dans un établissement, vivant de miettes d'attention. Un plan brillamment cruel, exécuté avec la précision de chirurgien financier. Et si je ne veux pas vendre, ai-je demandé doucement, comme si l'idée venait de me traverser l'esprit. Brooke a soupiré théâtralement, comme un professeur patient expliquant les mathématiques à un enfant lent. Maman, nous comprenons que c'est difficile, mais à ton âge, vivre seul dans une si grande maison n'est pas sûr. Et si tu tombais et que personne ne le savait? Ou si quelqu'un profitait de ta gentillesse et t'arnaquait? L'ironie d'être sermonné sur les arnaqueurs par la personne qui essayait de m'arnaquer. J'ai besoin de temps pour réfléchir. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je me suis frotté les tempes comme si j'avais mal à la tête. C'est beaucoup à digérer d'un coup. Matthew s'est levé et m'a serré dans ses bras. Une étreinte aussi froide que le baiser de Judas plutôt que l'affection d'un fils. Bien sûr, maman, mais ne tarde pas trop, a-t-il dit. Brooke a empilé les documents avec la satisfaction de quelqu'un qui pense avoir déjà gagné. Après leur départ, je me suis effondré sur une chaise, me sentant comme si je venais de survivre à un ouragan. Mes mains tremblaient, non pas à cause de l'âge, mais de la fureur contenue. J'ai pris le téléphone et j'ai immédiatement appelé l'avocat Robert Hay. Maître Hay, ils viennent de venir. Exactement comme vous l'aviez prédit. Ils veulent que je vende tout, que je me mette dans un établissement et qu'ils prennent le contrôle de l'argent. Sa voix était calme mais ferme. Madame Suzanne, c'est le moment critique. Ne signez absolument rien, peu importe la pression qu'ils exercent. Si possible, enregistrez toutes les conversations futures. Nous devons documenter leur véritable intention. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai erré dans la maison comme un fantôme, touchant chaque objet chargé d'une histoire. Le fauteuil à bascule où j'ai allaité Matthew, la table où nous faisions les devoirs ensemble, le piano que je jouais pour l'apaiser lors de ses cauchemars. Tout cela serait vendu et dispersé pour nourrir la cupidité de quelqu'un venu plus tard, qui ne savait rien des jours où Matthew était le plus vulnérable et avait besoin de sa mère. Une personne qui ne voyait l'amour maternel que comme un obstacle sur la route d'un rêve d'argent. Le lendemain matin, Rachel est arrivée tôt avec un enregistreur vocal numérique que son petit-fils lui avait prêté. C'est très facile à utiliser, m'a-t-elle montré. Appuie sur ce bouton et il enregistre pendant 8 heures d'affilée. Glisse-le dans ton sac à main ou la poche de ton tablier. S'ils reviennent avec des propositions, nous aurons leur parole. Pendant 3 jours,
j'ai maintenu un calme tendu, attendant le prochain mouvement du chasseur. Vendredi après-midi, le téléphone a sonné. Brooke, sa voix sucrée de manipulation. As-tu réfléchi à la proposition, maman? Nous avons trouvé une place magnifique en résidence pour personnes âgées, mais il faut réserver bientôt car il y a une liste d'attente. La fausse urgence dans sa voix a confirmé qu'ils étaient impatients de conclure rapidement, avant que je puisse consulter qui que ce soit. Oui, j'ai beaucoup réfléchi, ai-je répondu avec ma meilleure performance de vieille dame hésitante. Peux-tu passer demain pour m'expliquer à nouveau les détails? À mon âge, j'oublie parfois. Je pouvais presque voir son sourire triomphant à travers le téléphone. Oui, maman. Demain après-midi, nous apporterons tous les papiers. Tu verras. C'est la meilleure décision pour tout le monde. Meilleure pour tout le monde. Comme si être dépouillé de ma maison et de ma liberté était une faveur qu'on me faisait. Samedi après-midi, ils sont arrivés pile à l'heure, comme des vautours ayant rendez-vous avec une charogne. Cette fois, ils ont amené Paul, le notaire qui s'était présenté à ma porte la semaine précédente. Un homme mince avec une moustache clairsemée et une mallette en cuir. Ses yeux parcouraient ma maison comme ceux d'un expert immobilier tout en feignant la courtoisie. Madame Suzanne, très heureux de vous revoir. Il a souri sans que ses yeux ne sourient. Je suis prêt à simplifier toutes les procédures. Plus vite nous résoudrons cela, moins il y aura de complications. Avant de commencer, j'aimerais avoir la permission d'enregistrer cette discussion en audio et vidéo pour protéger toutes les parties. Tout le monde est d'accord? Je me suis assise dans mon fauteuil préféré, celui où je berçais le bébé Matthew, et je les ai laissés mettre en scène leur spectacle de fausse sollicitude. Maman, nous avons apporté les papiers prêts. Matthew a posé les feuilles sur la table. Tu n'as qu'à signer ici, ici et ici, et nous nous occuperons du reste. Son doigt pointait des lignes pointillées comme des croix dans un cimetière. Brooke s'est assise juste à côté de moi. Le genre de proximité insistante utilisé par les vendeurs agressifs. Regarde, des photos de l'endroit où tu vas vivre. De jolis jardins, une salle de télévision, même des cours de yoga pour les seniors. Brooke a montré quelques photos. Un endroit qui ressemblait plus à un hôpital déguisé qu'à une maison. Paul a ouvert sa mallette et a cérémonieusement sorti un seau, de l'encre bleue et un jeu de formulaire à en-tête de notaire. Madame, ces documents sont parfaitement rédigés pour protéger vos intérêts, une vente de propriété, un transfert de fonds dans une fiducie familiale et une autorisation pour que des parents gèrent vos finances si vous devenez incapable. Incapable. Le mot m'a frappé comme une gifle. J'ai souri très légèrement, un sourire que seul moi comprenais, et j'ai levé les yeux. Alors commençons par lire à voix haute chaque clause. Pour que l'enregistrement audio et vidéo capture tout en entier, comme requis. Allons-y. Ils avaient même préparé l'étape suivante. Si un jour j'osais m'opposer à leur décision, ils essaieraient de me faire déclarer cognitivement incompétente. Le plan était si méticuleux qu'il m'a donné des frissons. Et si plus tard, je changeais d'avis? Ai-je demandé exprès, ma voix tremblante, jouant à la perfection le rôle d'une vieille femme confuse. Paul et Brooke ont échangé un regard, du genre que l'enregistreur ne pouvait pas capter, mais que j'ai gravé dans ma mémoire comme preuve de leur collusion. Oh, maman, ces décisions sont censées être définitives, pour ta propre protection, a dit Brooke avec une patience exagérée. Si tu pouvais changer d'avis tout le temps, de mauvais acteurs pourraient en profiter et te faire signer des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. De mauvais acteurs. Quelle ironie. La personne même qui me dépouillait de tout prêchait sur les gens qui profitent des autres. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas rire amèrement. Et aussi, maman, Matthew m'a tenu la main avec une douceur artificielle. Pense à la tranquillité d'esprit que nous aurons en te sachant en sécurité et prise en charge. Nous n'aurons plus à nous inquiéter pour toi. Ne plus avoir à s'inquiéter pour toi. Traduit du langage des manipulateurs, cela signifie, nous n'aurons plus à faire semblant de t'aimer une fois que nous contrôlerons l'argent. Mes larmes ont éclaté, ce n'était plus un jeu d'actrice. C'était la douleur réelle d'une mère trahie par l'enfant qu'elle avait élevé avec amour. Ne pleurez pas, madame, a apaisé Paul avec une froideur professionnelle. Il est normal de se sentir émotive lors de grands changements. Vous vous sentirez plus en paix après. Il a sorti un stylo plaqué or et l'a posé devant moi comme un pistolet sur ma gorge. J'ai pris le stylo, ma main tremblante, et je l'ai approché de la première feuille. L'air était tendu comme une corde de violon. Mes deux bourreaux retenaient leur souffle,
attendant le moment du triomphe final. Brooke s'est penché comme un vampire sur la gorge d'une victime. Juste à ce moment-là, comme un ange frappant à la porte, la sonnette a retenti. « Vous attendez quelqu'un » a lâché Paul, l'irritation perçant à travers. « Non » ai-je répondu en me levant lentement. « Probablement un voisin. » Sur les conseils de Maître, j'avais demandé de manière proactive au bureau du procureur du comté d'envoyer un enquêteur pour assister à la scène en raison des signes de fraude envers une personne âgée. J'ai ouvert la porte. Rachel se tenait là avec l'avocat Robert et un enquêteur qui l'accompagnait, portant une caméra pour enregistrer. « Bonjour, Suzanne » a souri Rachel, me donnant une force instantanée. « J'espère que nous ne sommes pas trop en retard. »« Entrez » ai-je dit, sentant que la cavalerie était arrivée. Maître est entré avec la prestance que seuls les avocats chevronnés possèdent. L'autre homme a suivi, levant la caméra. Matthew est devenu pâle. Brooke a trébuché pour rassembler la pile de documents et Paul est resté figé comme une statue de sel. « Qu'est-ce qui se passe, maman » a demandé Matthew, tendu. « Bonjour à tous » a dit poliment Maître. « Je représente Madame Suzanne. Comme prévu pour aujourd'hui, je superviserai cette transaction juridique avec l'enquêteur du bureau du procureur. J'ose espérer que tous les documents sont en règle et que ma cliente a eu suffisamment de temps pour les examiner avec un conseil indépendant. » Le silence qui a suivi était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Paul a rapidement empoché le stylo plaqué or comme s'il brûlait. Brooke a jeté un regard vers la porte, mesurant une voie d'évasion. « Excusez-moi. »« Et vous êtes » a tenté Paul pour sauver son autorité. Et a souri comme un homme qui a démasqué trop de fraude pour les compter. Robert est avocat spécialisé dans la protection des biens des personnes âgées. Et voici le procureur adjoint Daniel Harris du bureau du procureur du comté de King, en charge des crimes visant les personnes vulnérables. À la demande de Maître, nous sommes ici pour assister et enregistrer en raison d'indices de fraude envers une personne âgée. Le visage de Brooke est passé de prédatrice confiante à blanc comme un linge en quelques secondes. Paul a fermé sa mallette avec des gestes maladroits, comme s'il y fourrait des preuves incriminantes. Matthew se tenait immobile, les regardant, puis me regardant, comme si pour la première fois depuis des mois, il voyait vraiment sa mère. « Avocat » ai-je dit, ma voix plus stable qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. « Je suis heureuse que vous soyez arrivé à temps. J'étais sur le point de signer des papiers et je voulais m'assurer que tout était en règle. » J'ai posé l'enregistreur sur la table comme une grenade dégoupillée. L'enquêteur a allumé la caméra, conformément au protocole. « Madame, pourriez-vous expliquer quel type de document on vous demande de signer et dans quelles circonstances ?» Sa voix portait une autorité légale qui fait trembler les coupables. Brooke a tenté d'intervenir avec un rire forcé. « Oh, ce doit être un malentendu. Nous aidons juste ma belle-mère avec des papiers pratiques. »« Des papiers » ai-je répété, souriant à ma propre surprise. « Vous appelez ça des papiers de me faire vendre ma maison, de vous remettre tout mon argent et d'aller dans une maison de retraite pour que vous puissiez contrôler tous les actifs ?» Paul s'est levé d'un bond, cherchant à s'esquiver. Il y a peut-être une erreur. Je suis seulement venu fournir des services de notaire. Monsieur Harris se tenait déjà bien droit dans l'embrasure de la porte. Attendez, confrère. J'aimerais voir les documents que vous avez apportés. Cela fait partie d'une enquête sur la fraude immobilière. C'est alors que j'ai joué mon atout. Je suis allé dans la chambre, j'ai sorti le coffre-fort, je l'ai ouvert devant tout le monde et j'ai sorti l'acte de propriété du ranch. J'ai étalé les papiers sur la table, savourant chaque seconde de confusion sur les visages des prédateurs. « N'est-ce pas intéressant ?» ai-je dit. Mon défunt mari m'a laissé un ranch d'environ 500 acres. Je ne l'avais simplement pas encore mentionné. Maître, veuillez lire la valeur estimée la plus récente. L'avocat a pris le dossier. Un sourire de justice poétique sur ses lèvres. Selon la dernière expertise, la valeur marchande de ce ranch se situe dans la fourchette de plusieurs millions de dollars, sans compter le bétail, les machines agricoles et les structures auxiliaires. Silence absolu. La bouche de Brooke pendait comme celle d'un poisson échoué. Matthew fixait le papier comme un objet extraterrestre. Des dizaines de millions, ai-je répété, savourant chaque mot. Et pourtant, vous étiez si inquiet de ma pauvreté et de mon incompétence. Quelle gentillesse. Ma voix dégoulinait d'un sarcasme doux amer. Paul a tenté une dernière parade. Madame, cela change tout.
Vous avez besoin de spécialistes pour gérer un portefeuille de cette taille. Mais Harris photographiait déjà tous les documents qu'ils avaient apportés. Exactement, ai-je rayonné. C'est pourquoi il y a une semaine, j'ai engagé Maître pour gérer toutes mes affaires juridiques et financières. Mais merci de votre sollicitude. Enfin, Brooke a retrouvé sa voix, rauque comme celle d'un corbeau blessé. Maman, nous ne savions pas. Je veux dire, nous voulions juste aider. M'aider? Je me suis levé, reprenant la dignité que je pensais avoir perdue. Aider en vendant ma maison sans me le demander, en m'enfermant dans un établissement contre ma volonté et en me volant le droit de décider de ma propre vie? Matthew a parlé, et pour la première fois depuis des mois, j'ai entendu mon vrai fils. Maman, nous pensions que c'était ce qu'il y avait de mieux pour toi. Ses yeux étaient humides. Je ne savais pas si c'était du remords ou de la frustration d'avoir vu son jeu démasqué. Ce qu'il y a de mieux pour moi, ai-je adouci ma voix, aurait été de me demander ce que je voulais. Ce qu'il y a de mieux pour moi aurait été de respecter mes décisions. Ce qu'il y a de mieux pour moi aurait été de me voir comme ta mère, pas comme un obstacle à ton bonheur. Maître a posé une main protectrice sur mon épaule. Madame Suzanne, je pense qu'il est temps que tout le monde parte. Nous avons suffisamment de documentation pour procéder légalement si nécessaire. Paul a pratiquement couru vers la porte. Brooke s'est éclipsé derrière lui, ne prenant même plus la peine de garder son masque de belle-fille attentionnée. Matthew est resté quelques secondes, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas lire. Maman, on peut parler plus tard? Pour la première fois, la question semblait réelle et nue. J'ai hoché lentement la tête, ne promettant rien. Quand ils sont partis, je suis resté avec mes vrais alliés, Rachel, Maître et Monsieur Harris. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais en sécurité dans ma propre maison. 3 mois plus tard, j'étais assise sur le porche du ranch, regardant le coucher de soleil teinter mes terres d'orange. C'était aussi le jour de mes 70 ans, un cadeau de liberté que je me suis offert. Matthew venait me voir une fois par semaine, seul, essayant de réparer le lien presque détruit pour plaire à une femme qui ne le voyait que comme un tremplin vers l'argent. Brooke a appelé de nombreuses fois, tous les appels sont allés sur la messagerie vocale. Les gens disent qu'ils ont divorcé quand elle a réalisé que je n'étais pas la veuve faible et pauvre qu'elle avait imaginée. Maintenant, j'aide des femmes âgées confrontées à des situations similaires. Ma maison est devenue un refuge où elles peuvent raconter leurs histoires et recevoir des conseils juridiques gratuits. J'ai appris que le silence peut être d'or, mais que parler au bon moment, c'est du diamant. À 69 ans, j'ai enfin compris les derniers mots de mon mari. J'avais plus que je ne le pensais, et j'étais plus forte que je ne le croyais. 6 mois après cet après-midi qui a changé ma vie, j'étais assise sur le porche avec une tasse de café chaud, regardant le soleil se lever sur mes 500 acres de liberté. L'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à celle des fleurs d'oranger que j'avais plantées la semaine dernière. Chaque matin, une symphonie me rappelant pourquoi je devais me battre. La maison principale du ranch est devenue quelque chose que je n'avais jamais imaginé, un havre pour des femmes comme moi. Chaque semaine, je reçois des lettres, des appels téléphoniques et des visites. Elles entendent mon histoire et reconnaissent leurs propres cauchemars. Et elles repartent avec la seule chose que je veux le plus leur donner, la force de dire non. Madame Suzanne, disent-elles d'une voix tremblante, ma belle-fille me force à vendre ma maison, ou, mon fils dit que je ne peux plus gérer mon argent. Hier, Margaret, une veuve de 73 ans, est venue à mon ranch. Ses enfants avaient convaincu un tribunal de la déclarer incapable de gérer ses biens. Elle est entrée avec une petite valise et le poids lourd de la trahison familiale. Madame Suzanne, a-t-elle dit à travers ses larmes, mes propres enfants me gardent en résidence surveillée. Ils prennent ma pension et ne me laissent pas sortir seul. Ils disent que c'est pour mon bien. Je l'ai assise dans le même fauteuil à bascule où j'avais autrefois pleuré de solitude, j'ai versé de la tisane à la camomille dans une tasse en porcelaine et je lui ai raconté toute mon histoire. J'ai vu l'espoir revenir dans ses yeux pour la première fois depuis des mois. Puis-je vraiment reprendre le contrôle de ma vie? A-t-elle demandé, comme un enfant perdu retrouvant le chemin de la maison. Non seulement vous le pouvez, j'ai tenu ses mains ridées, mais c'est votre droit, et vous n'êtes pas seul. Le lendemain matin, l'avocat Robert a examiné le dossier de Margaret. Nous avons trouvé de multiples irrégularités de procédure dans le jugement d'incapacité, suffisamment pour le faire annuler. Aujourd'hui, Margaret sourit tous les jours, et ses enfants ont été contraints de restituer les fonds qu'ils avaient retirés pour gérer pour sa sécurité.
Mon histoire s'est répandue comme une traînée de poudre dans la région. Des journalistes sont venus m'interviewer. Des travailleurs sociaux m'ont invité à parler à la communauté. J'ai reçu des lettres de partout, même d'Espagne et d'Argentine. Votre courage m'a inspiré à défendre mes droits, a écrit une femme de Madrid. Une autre de Buenos Aires m'a remercié, grâce à votre exemple, ma famille ne me traite plus comme si j'étais invisible. Mais tout n'a pas été facile. Matthew, mon fils, venait chaque dimanche, seul, essayant de reconstruire le pont que sa femme avait fait sauter. Les premières visites étaient maladroites, remplies de silences gênés, d'excuses qui sonnaient apprises par cœur. Peu à peu, j'ai vu l'enfant qu'il était autrefois vaciller derrière les yeux de l'homme qui avait laissé quelqu'un d'autre trahir sa mère. Il y a 2 semaines, alors que nous passions devant les granges, il a dit « Maman, je ne sais pas comment m'excuser pour ce que j'ai fait. » C'est comme si j'étais hypnotisé, incapable de voir l'évidence. Ces larmes étaient réelles, et pour la première fois depuis le mariage, j'ai reconnu mon enfant. Mon fils, je me suis arrêté et je l'ai regardé droit dans les yeux. Le pardon ne se demande pas, il se gagne. Et les gens le prouvent par des actes, pas par des mots. Il a hoché la tête, comprenant que la réconciliation serait un long voyage, qui exigerait de la patience et des preuves de remords. Quant à Brooke, elle a disparu de nos vies aussi vite qu'elle y était arrivée. Rachel, ma meilleure amie qui a des oreilles partout, a dit que Brooke prévoyait de demander le divorce pour réclamer la moitié des biens, mais que Matthew avait tout protégé légalement sur mes conseils. Elle a quitté la ville sans dire au revoir, probablement pour chercher sa prochaine cible. Paul, le notaire insaisissable, a perdu sa licence après que le procureur adjoint Daniel Harris a présenté des preuves d'un réseau qui fraudait les personnes âgées. L'enregistrement de la conversation chez moi a été la clé, aidant à démanteler le réseau qui avait siphonné l'argent de dizaines de personnes âgées dans la région. Rachel reste ma compagne maintenant. Elle vit dans l'une des maisons d'amis du ranch, non pas comme une employée, mais comme la sœur que j'ai choisie. Ensemble, nous gérons le refuge que nous avons créé, organisons des ateliers sur les droits des personnes âgées et planifions des voyages que nous n'avons jamais eu la chance de faire quand nous étions jeunes. Qui aurait cru qu'à 70 ans, nous deviendrions des militantes, a plaisanté Rachel alors que nous trions une table remplie de demandes d'aide juridique. J'ai souri, me souvenant de la femme timide que j'étais il y a 1 an, me contentant de miettes d'attention, laissant les autres décider de mon sort. Maître n'est plus seulement mon avocat. Il est devenu le directeur juridique de notre fondation. Nous avons fait modifier plusieurs réglementations locales qui protègent mieux les personnes âgées et nous travaillons avec des législateurs fédéraux sur des réformes plus larges. Madame Suzanne, a-t-il dit lors de notre dernière réunion, en 6 mois, vous avez fait plus pour les droits des aînés que de nombreuses organisations en des décennies. Chaque soir avant de me coucher, je me promène dans le jardin en réfléchissant au chemin parcouru. Parfois, je trouve des lettres manuscrites laissées dans la boîte aux lettres sous le grand chêne par des femmes qui ont séjourné ici. Merci de m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver ma dignité, disait une lettre. Une autre disait, merci de m'avoir montré que le respect de soi n'a pas de date d'expiration. Demain, un groupe de dames de Californie viendra entendre notre histoire et apprendre comment créer des refuges similaires dans leur ville. Le mouvement se propage comme des ondulations sur un étang, touchant des vies que je n'aurais jamais pensé pouvoir atteindre. À 69 ans, j'ai réalisé que la vieillesse n'est pas la fin de l'histoire. Parfois, c'est le début du chapitre le plus fort. J'ai appris que la sagesse accumulée au fil des décennies est une arme plus puissante que la jeunesse. Que la dignité perdue peut toujours être regagnée si nous osons nous battre pour elle. Je m'appelle Suzanne, j'ai 69 ans, et ceci est ma déclaration d'indépendance. Je ne laisserai plus jamais personne me faire sentir invisible, inutile ou jetable. Si mon histoire inspire ne serait-ce qu'une seule femme à élever la voix contre l'abus et la manipulation, alors chaque larme, chaque trahison, chaque moment de douleur en aura valu la peine. En fin de compte, j'ai réalisé que mon défunt mari avait raison. J'étais plus forte que je ne le pensais, et j'avais plus que je ne le croyais. J'avais juste besoin de me souvenir de qui j'étais vraiment.